Que se passe-t-il à l'ONEA et à la police nationale? Des nominations divisent au sein de ces deux entités et 63e session de la CEDEAO, Bola Tinubu remplace Umaru Sissoko Embalo et promet une tolérance zéro au coup d'État. Voici annoncées les grandes lignes de votre émission La Tribune des éditos, ce grand rendez-vous de votre télévision True TV pour décrypter, analyser et bien sûr parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et aussi les analyses des différents médias. Pour cette tribune, je suis accompagné par 4 professionnels des médias. Nous avons Albert Nagrego, il est directeur de publication du journal en ligne libreinfo.net. Ousmane Paré, journaliste indépendant, est avec nous. Michel Nana, rédacteur en chef délégué des éditions Le Pays. Et enfin, Idrissa Koumbem, journaliste à la Lettre du Faso. Que se passe-t-il au sein de l'ONEA? La question se pose puisque depuis la nomination en Conseil des ministres d'un nouveau directeur général, il y a diverses réactions qui sont suscitées. Une nomination qui d'ailleurs est contestée par la CGTB, qui a d'ailleurs été reçue par le ministre d'État en charge de la fonction publique. Albert Nagrego, est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette affaire? Non, on ne sait pas grand-chose, sauf qu'il y a deux camps. Parce qu'il y a ceux qui contestent la nomination du nouveau directeur général, il y a ceux qui pensent également qu'il est l'homme de la situation aussi. Donc, c'est une querelle purement administration interne, et donc aujourd'hui il est difficile de savoir où se trouve la vérité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau DG c'est quelqu'un de la maison, parce que je crois que c'est le directeur de marché, à ce que je sache. Généralement dans les grandes entreprises ou dans les grandes boîtes comme ça, les nominations ou ceux qui sont promus, c'est ceux qui sont de la maison, parce qu'on en a vu dans beaucoup de cas. La Sonabel, il n'y a pas très longtemps, c'est quand même un expert, un technicien de la maison. Vous avez beaucoup de cas, de situations pareilles où on prend juste quelqu'un qui était de la boîte et puis on fait monter plus haut. Sauf qu'ici, il y a ce cas de malversation entre guillemets que la section CGTB dénonce. Mais pour moi, le cas de l'ONEA n'est qu'un cas isolé. Il y a un problème dans la gouvernance aujourd'hui. À un moment donné, on a fait un pas en avant en disant que les postes de directeurs généraux, il faut faire des appels à candidature. On a expérimenté avec certaines institutions et au bout de quelques temps, l'expérience a été remise en cause. C'est le cas par exemple des éditions Sidoya, c'est le cas de la RTB, la télévision nationale, où des gens ont été appelés. Ils ont été recrutés par appel à candidature, mais on a vu que sous Paul-Henri Damiba, ils ont écourté par exemple leur mandat et nommé des gens qui ne sont pas forcément des gens qui ont été appelés à candidature. Il y en a eu d'autres institutions comme ça dans ce pays où on a lancé des appels à candidature. Après on dit c'est infructueux. C'est vrai que la procédure posait problème parce qu'il fallait désigner au moins 3 premiers et puis envoyer jusqu'au niveau du président qui allait encore faire son choix et puis après il peut décider de prendre le deuxième ou le troisième ou le premier. Mais je pense qu'avec des régimes de transition comme celle-ci, on devait encourager cette méthode-là que de partir en conseil des ministres, nommer des gens comme, avec tous les problèmes, toutes les conséquences que ça comporte. Aujourd'hui, moi j'aurais aimé voir dans la gouvernance d'Ibrahim Traoré, le président de la transition, de dire qu'il faut toiletter les textes rapidement. Ces institutions, ces entreprises d'État-là, il faut revoir, refaire des réformes au niveau des textes pour voir leur mode de recrutement, gestion, comment ça se passe. Et on allait finir définitivement avec ces polémiques, ces nominations parfois par complaisance. L'autre chose, c'est quoi? C'est-à-dire c'est des querelles qui arrivent par moment lors du partage du gâteau. Par exemple, c'est X qui a recommandé telle personne pour être nommée à tel poste. Et après, on nomme la personne. Et, conséquence, on n'a pas bien étudié le dossier. Ou on a voulu faire plaisir à l'autre. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans ce pays, vous allez voir des gens qui ont recommandé des ambassadeurs. Des gens qui ont recommandé des ministres, des gens qui ont recommandé également des directeurs généraux, où le premier patron ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est sous recommandation d'un ami, et puis on le nomme, et puis après, conséquence. Donc, il y a un problème sérieux. Et je pense que le cas... Il y a tout de même une procédure qu'on devrait suivre avant les nominations, les enquêtes de moralité. Excusez-moi, peut-être que vous allez trouver que je vais très loin, mais aujourd'hui, il y a un problème. Depuis le premier gouvernement du président Ibrahim Traoré jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un problème de casting, il y a un problème de profil. Plusieurs nominations ont été remises en cause. Vous vous rappelez du premier gouvernement où les 2 ministres ont été contestés, notamment le ministre du Commerce, et puis je ne sais pas c'était quel ministre encore, de l'urbanisme. Et même le premier ministre Paul Kelem était sorti pour dire qu'il n'y a rien eu après les investigations qui seront installées. Et quelques temps après, on a vu que
il fallait démissionner, laisser la place à 2 autres nouveaux ministres. Après, c'est le ministre des Sports, je crois bien, c'était Sirima, au bout de 3 mois, 4 mois, qui a été changé également. On n'a pas compris grand-chose. 8 mois après, c'est 4 autres ministres qui sont changés encore. Donc, c'est révélateur en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on ne prend pas suffisamment le temps d'étudier les dossiers, les profils des gens qu'on veut nommer, soit on sait pertinemment que ce n'est pas le bon profil, mais on ne trouve pas et on veut faire avec et on est prêt à supporter les conséquences. Mais à un niveau de gestion de l'État, on ne devrait pas assister en une année de contestation des nominations à de tels niveaux, au moins 1 fois, 2 fois, des ministres contestés, des directeurs généraux contestés. Ça pose problème. Et je pense que le pouvoir de la transition, que ce soit les premiers responsables, devrait prendre le problème au sérieux et se remettre encore en cause dans le choix des gens. Et sous Paul-Henri Damiba, vous avez vu celui qu'on a nommé pour aller à l'LT. On dit c'est un avocat. Et après, c'est les réseaux sociaux qui lèvent le lièvre. Et après, on reconnaît que ce n'était pas un avocat, c'était un faux profil. Et donc tout ça, c'est révélateur. Alors Ousmane Paré, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la première fois sous le régime de transition du capitaine Ibrahim Traoré, et ça s'est même produit sous le président Damiba. Qu'est-ce qui peut justifier de telles choses selon vous? Je suis tout à fait d'accord avec Albert, c'est le manque de sérieux. Et en même temps, ça dit beaucoup de choses par rapport à ce pouvoir, et qu'on a parfois tendance à comparer à un pouvoir révolutionnaire ou bien à Thomas Sankara. Parce que pour ce cas, c'est encore plus absurde au niveau de l'ONEA. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un au Burkina qui peut dire qu'il n'a pas, en tout cas, il y a un certain niveau d'information, des éléments sur le nouveau DG. Il y a eu tellement de situations, je crois qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes sur lui par rapport à certains marchés où il y a beaucoup de dossiers, que ce soit la question des compteurs, de quoi, je crois que ça ressort même dans la note de la CGTB, et que tous ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de l'ONEA, les gens savent au moins comment ça se passe. Ça c'est le premier élément. Pour ce qui concerne ces liens politiques, ça aussi c'est bien connu. C'est encore plus dommage que ça intervienne après l'adoption d'une loi qui veut promouvoir la méritocratie dans ce pays-là. Même quand il n'y avait pas cette loi-là sur la méritocratie, il y a des choses qu'on n'allait pas du tout accepter. Et ce qui est encore plus grave, c'est que la personne qu'on remplace, à ce qu'on dit, donc selon certaines informations, il n'y a pratiquement rien à lui reprocher. D'abord, c'était un fruit de la maison, depuis pratiquement, je crois, 2004-2007-2004, qu'il était au niveau de l'ONEA. Et quand on vous parle aussi de sa gestion, il n'y a absolument rien. Ça a été la même chose pratiquement un peu au niveau de au niveau de la Sofitex à Bobo. Là aussi, je ne sais pas s'il y avait des éléments, mais l'ancien DG, les gens étaient contents parce que aussi c'était un fruit de la maison qui avait un bon parcours au sein de la maison, et après qu'on a changé comme ça. Donc la question qu'on se pose, c'est finalement quoi? Qu'est-ce qu'on veut promouvoir? Et quelle gouvernance en réalité de nos sociétés et d'État on veut? Parce qu'ici on ne pourra pas dire que c'est la méritocratie qu'on est en train de prôner. On ne peut pas aussi promouvoir quelqu'un qui traîne surtout des casseroles. Et si vous suivez un peu les choses, à un moment où on vous dit la gestion du monsieur est décriée, il y a un audit de la SE pour faire la lumière sur la question, et la personne même qui pose problème, vous nommez la personne à la tête de la structure. Soit des gens, donc à un certain niveau, se reprochent des choses, ou bien des gens de mauvaise foi veulent profiter justement, comme peut-être, je ne sais pas s'il faut dire qu'il y a beaucoup de saleté sur la personne, on profite de ça pour se couvrir. En dehors de ça, je crois qu'il est bien difficile justement de s'expliquer ce qui se passe. Et quand vous prenez aussi dans ce contexte global, ou quand vous prenez la charge de la transition, on dit clairement, entre autres, on veut améliorer la gouvernance, on veut surtout lutter contre la corruption. Je crois que si on s'était engagé sur la question de la lutte contre la corruption dès le début, peut-être qu'à l'étape où nous sommes en train de parler, la personne concernée, si tous les éléments sont fondés, soit était devant les juges pour se justifier, ou bien peut-être en train de réfléchir sur son... La procédure était en cours. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Si la procédure est en cours, vous savez que pour une république qui se respecte, quand il y a des gens qui sont indexés de la sorte, on préfère tout simplement mettre ces personnes à côté en attendant justement de clarifier la situation. Pire, c'est même pas ça, mais que la personne bénéficie d'une promotion. Et vous voyez depuis tout ce temps que ça circule, aucune voix ne s'élève. Et en plus, quand vous dites, il y a eu la rencontre entre le ministre et puis les syndicats, en attendant justement de voir ce qui va se dire. Mais moi, je me dis, ne serait-ce que pour l'image de la transition, quand ces informations ont commencé à fuiter,
au moins on aurait dû prendre des mesures conservatoires, le temps justement de faire toute la lumière autour de la question. L'autre chose que ça révèle, Albert Nagrogua en parlait, c'est qu'on ne prend pas le temps justement de chercher et en fait de mieux investiguer sur les personnes qu'on nomme à des postes de responsabilité. N'importe qui peut du jour au lendemain être bombardé à n'importe quel poste, et pour une transition, pour un pouvoir quand même qui veut de l'éthique et qui veut promouvoir la méritocratie, je crois que ça a quand même beaucoup péché. D'accord. Alors Michel Landon, on se retrouve finalement avec deux camps, la section CGTB qui fonce droit pour dire qu'il faut remettre en cause cette nomination, et vous avez des jeunes cadres de l'ONEA qui sortent pour soutenir cette nomination. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est une bataille rangée entre des clans, des gens qui ont des intérêts divergents au sein de la même maison, alors que dans le fond, un poste de DG, c'est pour l'intérêt général. Mais que des gens s'organisent pour se donner des coups en rapport avec la nomination à un poste, je pense que c'est révélateur de ce qui se passe dans notre administration. Sur la question, j'ai beaucoup de choses à dire. Je reviens d'abord sur les arguments. Le premier argument, c'est qu'il y a des rapports qui mettent en cause celui qui a été nommé. Le deuxième argument, c'est qu'il y a l'ASELC qui est dans une procédure de vérification de ce qui est reproché à M. Traoré. Alors, il y a deux choses. Premièrement, est-ce que les arguments avancés par le syndicat, est-ce que c'est recevable? Je pense que oui, ce sont des arguments recevables, parce que ici, je pense que ces arguments posent la question de l'opportunité de la nomination de la personne. Est-ce que ce sont des arguments fondés? La question qui se pose, parce que quand on regarde, on va sur la base des faits, il n'y a pas une juridiction, par exemple, qui a condamné Traoré et qui l'empêche d'occuper un poste. Et la seconde chose, c'est à se demander si la vérification qui est en cours de la part de la SES, est-ce qu'elle suspend, est-ce qu'elle interdit à M. Traoré d'occuper le poste de DG? C'est une question que je pose. Je pense que ça revient à l'administration, à ceux qui ont nommé M. Traoré, notamment le gouvernement de la transition, de trancher, de juger et de trancher. Et moi, j'ai l'impression que ça ne donne pas bon signe, parce que déjà, quand on écoute le compte rendu de la rencontre entre le ministre Bassolma et puis la CGTB, c'est que le ministre demande à ce que toute personne qui a une information, une personne qui a des preuves qui incriminerait M. Traoré, que cette personne apporte ces preuves-là. C'est quel message le ministre donne en faisant sortir une information de ce genre? Est-ce à dire, comme mes prédécesseurs, est-ce à dire qu'ils n'ont pas pris le temps de fouiller, de faire une enquête de moralité avant de procéder à la nomination? Ça, je trouve que c'est une question fondamentale. Toujours est-il que je pense que le gouvernement de la transition est pris dans son propre piège. Parce qu'il a dit, par rapport à la loi citée par mon voisin, qu'il faut la méritocratie, qu'il faut dépolitiser, qu'il faut l'exemplarité. Est-ce que ces nominations qui sont faites, qui sont contestées là, est-ce que elles répondent à ces critères? Je leur pose la question. Puisque le gouvernement dit d'ailleurs qu'il s'assumera si les preuves sont apportées. Et parlant de nominations contestées, Idrissa Koumbem, il n'y a pas que l'ONEA. Au sein de la police nationale également, la nomination d'un directeur des personnels de la police nationale est aussi contestée par le bureau de l'Alliance Police Nationale. Finalement, la question revient encore, est-ce que les procédures sont respectées à ce niveau également? Ça sera très difficile de dire si la procédure a été respectée pour la nomination d'un responsable au niveau d'un service donné, mais ce sont les faits qu'on peut exposer et essayer de les analyser. Pour ce qui est du cas de la déclaration de l'APN, la déclaration met effectivement en cause la nomination du commissaire principal de police Arméao Zongo, je crois, qui a été nommé directeur de la division des personnels de la police nationale. Alors, le syndicat
part du fait que, de par le passé, il y a eu le syndicat a eu maille à partir avec ce dernier, notamment en 2019 avec le licenciement de 21 de ses militants, où on avait supposé à son temps qu'il était au niveau du poste des services, voilà, qui gérait les carrières des policiers, et que c'était à partir de son service-là que les notes d'affect et de licenciement avaient été proposées au niveau de la direction acheminée au niveau du ministère pour le licenciement. Et également aussi, il y a des faits, il faut rappeler qu'à son temps, à l'époque, le commissaire Zongo était secrétaire général, voilà, de l'UNAPOL, qui est un syndicat d'où, et quand on prend l'historique aussi des deux syndicats, c'est juste après des bisbilles au sein de l'UNAPOL qu'il y a eu, voilà, une scission, et l'APN est née. Et donc, c'est dire qu'il y a toujours des tensions qui opposaient toujours le syndicat Alliance Police Nationale et l'UNAPOL, et que c'est dans ce contexte-là que les licenciements de 2021 étaient intervenus. Et quand on a regardé à son temps aussi les prises de position de l'UNAPOL vis-à-vis des policiers licenciés, ça laissait croire qu'effectivement, ils soutenaient, parce que à plusieurs reprises, lors des conférences de presse, notamment le SG de l'UNAPOL à son temps avait dit que la mesure avait été respectée et que ça a suivi, les licenciements avaient suivi les normes. Donc voilà, ça ce sont les faits, et ce sont des doutes qu'ils émettent. Voilà, ils ne demandent pas à ce qu'on l'enlève mais c'est des préoccupations légitimes que le syndicat pose, et ça intervient aussi l'autre contexte, parce que c'est un poste où c'est le personnel, et si vous vous rappelez, rien que la semaine passée, il y a eu l'UNAPOL même qui dénonçait, voilà, la gestion du personnel. On estimait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas aptes ou qui avaient des problèmes de santé qu'on envoyait au front, et que ces procédures-là n'étaient pas respectées, et qu'on place une autre personne à ce niveau. Est-ce que l'attitude du syndicat, c'est de craindre peut-être que, voilà, il y a de fortes chances que, voilà, ces militants ou bien ces sympathisants soient encore dans des situations où ils seront affectés de façon arbitraire, comme c'était un peu le cas en 2019, parce que le licenciement aussi faisait suite d'une affectation qui avait été jugée arbitraire par les policiers à son temps. Donc voici, c'est la situation. Pour le moment, c'est difficile d'apprécier, mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est que ça ne donne pas une bonne image dans un contexte où on demande à mobiliser l'ensemble des forces. Si vous avez un responsable qui est déjà contesté par la base au niveau des rangs, et il faut trouver la formule juste, voilà, parce que comment cette personne-là peut impulser en tout cas une dynamique, une vision avec des hommes qui ne sont pas acquis à sa cause. Donc c'est véritablement compliqué, et je crois que le ministère de la Sécurité sera interpellé, et on verra la suite du dossier dans les jours à venir en fait. Et là on se pose aussi la question, est-ce que souvent à travers ces types de récriminations, que ce soit à l'ONEA ou à la police nationale, Albert, est-ce qu'il n'y a pas souvent, est-ce qu'on n'en veut pas pour rien à certaines personnes? Bon. Des règlements de compte entre. Mais tout ça, moi je pense que ces personnes mises en cause ne sont pas responsables de ce qui arrive. Ceux qui sont responsables, c'est l'autorité qui décide de nommer qui que ce soit. C'est l'autorité qui prend le temps de demander les portraits, les CV. C'est le temps de faire les enquêtes également de moralité sur la personne. C'est l'autorité aussi qui s'assure que la personne réunit les conditions. Il a les aptitudes pour gérer le poste. Vous avez parlé tantôt du cas avec le ministre du Commerce, où finalement le gouvernement, à travers le Premier ministre, avait dit qu'il allait être installé, mais finalement rétro-pédalage. Oui, mais c'est ça, il dit. Puis c'est l'autorité aujourd'hui, c'est comme il disait tout à l'heure, le ministre d'État Bassolma, qui dit que celui qui a des preuves contre le DG n'a qu'à envoyer. C'est un argument trop facile prononcé par un monsieur respecté comme Bassolma Bazé, qui sait que dans ce temps fort du syndicalisme-là, un seul article de presse sur ce monsieur suffirait à ce monsieur-là pour aller sur tous les plateaux de télé pour démontrer qu'il n'est pas légitime pour être directeur général. Encore qu'ici, il y a des articles, des enquêtes. On a vu aussi à l'époque ce qui était arrivé à la tête de la CNSS, où l'opposition pilotée par Zéphirin Diawara à l'époque, on a vu comment ils ont fait le tour pour dire que non, que ce n'était pas la personne légitime. Donc pour finir avec tout ça, moi je pense que dans l'administration publique, il faut qu'on ait des règles suffisamment claires, des principes aussi clairs
pour nommer ou désigner des gens. Et quand on parle de la refondation, quand on parle des réformes politiques, il ne faut pas oublier tous ces aspects. Parce qu'aujourd'hui, il y a des institutions de l'État, des sociétés qui sont devenues des vaches à lait pour les hommes politiques, si on peut le dire en griffe, ou les dirigeants. Et à chaque moment que quand les dirigeants viennent, ils font tout pour que ça soit une chasse gardée. Et ça, c'est évident. Ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, il faut travailler à ce que la transparence soit totale dans la désignation de ceux qui doivent diriger ces sociétés-là. Des sociétés qui ont quand même des assises. L'ONIA aujourd'hui a suffisamment de problèmes déjà avec les consommateurs et les populations pour qu'on tombe dans une crise aujourd'hui d'affaires de direction générale, de DG ou de trucs. C'est pas ce que les populations attendent. On attend d'un DG qui va venir relever les défis aujourd'hui, des questions de factures, des questions également de distribution, raccorder l'eau jusqu'à des quartiers reculés, on en a besoin. Et arrêter avec ce querelle. Mais quoi qu'on dise, aujourd'hui, moi je pense que la responsabilité c'est encore l'autorité. D'accord. C'est l'autorité qui n'a pas fait truc. Parce qu'il y a des nominations pareilles, je n'apprends absolument rien. Vous et moi on sait. Pour nommer quelqu'un ici, minimum c'est une enquête de moralité. Minimum c'est une enquête au moins de 1 semaine, 2 semaines sur la personne. Et tout cela dénote finalement de la bonne gouvernance. Et parfois on a l'impression que tout ce travail-là, ce minimum n'est pas fait. Sinon, après on va mettre l'autorité devant les faits. Le Premier ministre en a pris pour compte dans l'affaire de 2 ministres. Et aujourd'hui ça risque d'être, je ne sais pas moi, le ministre d'État Bassolma Basé. Parce qu'à l'allure où ça va, je ne suis pas sûr qu'il ne va pas perdre des plumes dans sa démarche. Il faut faire très attention. Et autant d'aspects liés à la bonne gouvernance qui nécessairement passe par la lutte contre la corruption. Et au niveau du pays, on estime que sur cette question, c'est un combat contre des vents moulins. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'expression combat contre des moulins à vent, ça veut dire que c'est un combat dans lequel on est certain de ne pas gagner. Ça veut dire que c'est un perpétuel combat. Alors, le 11 juillet dernier, était célébrée la journée africaine de la lutte contre la corruption. Et cette journée correspondait au 20e anniversaire de la Convention de Maputo sur la prévention et la lutte contre la corruption en Afrique. Et c'est à cette occasion que nous avons rédigé cet éditorial-là. D'abord, en relevant qu'au Burkina Faso, il y a des acquis, il y a des choses qui ont été faites. Nous avons salué la contribution de certaines structures de la société civile, comme le RELAC, et bien évidemment les médias qui contribuent énormément à dénoncer des faits de corruption. Nous avons salué cela. Ouais, nous avons quand même noté que malgré tout ce qui était fait, la corruption reste un serpent de mer. Ça dit que tout l'extract, tous les domaines de la société, tous les secteurs de la société sont gangrénés par la corruption. Ce qui fait que, individuellement pris, nous sommes devenus des acteurs de la corruption. Donc on se demande si un jour on va pouvoir mettre fin à ce phénomène-là. Parce que quand on regarde, chacun en posant un acte attend un retour. Dans les passations de marché, dans les postes de nomination dont on parle, dans beaucoup de secteurs, chacun fait quelque chose en attendant quelque chose. En faisant cela, nous sommes en train de contribuer à installer la corruption dans notre société avec les conséquences graves que cela comporte. Quand on voit des amphithéâtres qui s'effondrent, quand on voit des bâtiments qui s'effondrent, quand on voit de l'argent détourné, destiné à la construction de routes, qui est détourné pour aller dans les poches de certaines personnes, alors que la route doit être servie à l'intérêt général, ça veut dire que les conséquences économiques, humaines et autres restent dramatiques pour notre société. Et vous nous permettez d'aborder du même coup le deuxième sujet retenu pour cette tribune, 63e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Le nouveau président nigérien Bola Tinubu a été nommé à la tête de l'instance sous-régionale. Alors Ousmane Paré, ça a tout de même été une surprise. Comment expliquer Umaru Sissoko Embalo qui finalement a renoncé à prendre un second mandat à la tête de la CEDEAO?
Difficile, peut-être à mon niveau, d'expliquer un peu ce qui se passe. Mais vous savez comment aussi les institutions fonctionnent et puis les missions et puis les contraintes qu'il peut y avoir de part et d'autre. Je crois qu'Embalo, en tout cas, en a pris pour son grade, je vais le dire ainsi, au regard du contexte. Mais n'oubliez pas aussi le poids que représente le Nigeria, donc au niveau de l'espace CEDEAO. Je n'ai pas tous les détails, mais je me dis que forcément c'est au regard peut-être de la situation et des jeux aussi de positionnement donc de chaque acteur, la capacité de l'un ou l'autre aussi à pouvoir s'imposer dans tel ou tel autre contexte. Donc c'est un peu comme cela ça se passe. Et au-delà, c'est aussi les enjeux actuels. Et vous savez qu'il dit compter tout simplement travailler à la lutte contre peut-être les coups d'État, donc qui constituent vraiment un véritable danger pour l'espace, qui avait quand même beaucoup d'avancées à un certain moment. Donc je crois que dans le tournant des années 2010, il y avait beaucoup d'espoir quand même qu'au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'espace UEMOA, et on puisse arriver donc à mettre fin donc à ce cycle d'accession au pouvoir, donc notamment à travers les coups d'État. Mais on voit ce recul. Et ce qui est paradoxal, c'est que même ceux qui se disent contre le coup d'État, en fait, soutiennent quelque part le coup d'État. Vous voyez un peu le paradoxe. Si j'ai vu des réactions, notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit au Burkina ou encore au Mali, où les gens s'en prenaient justement à lui, ou bien les gens s'en prennent de façon globale à ceux qui disent qu'ils sont contre le coup d'État. Parce que quand les gens disent qu'ils sont contre le coup d'État, les gens voient les pouvoirs actuels. Alors qu'en même temps, les pouvoirs actuels, je ne pense pas que leur souhait ce soit que les gens fassent des coups d'État. C'est-à-dire que de façon consciente ou inconsciente, ce que tout le monde veut, c'est qu'on n'arrive pas au pouvoir par les coups d'État. Au moins, ça fait unanimité. Peut-être pour ceux qui sont déjà au pouvoir. Peut-être pour ceux qui ne sont pas au pouvoir, ça peut les embêter parce qu'ils veulent arriver au pouvoir par le coup d'État. Mais en même temps, vous avez vu le procès auquel on a assisté récemment, à faire donc un incendie du palais du Mogonaba. Vous avez vu un peu même les soutiens du régime actuel, comment ils étaient virulents, ils étaient contre les gens, même appellent à ramener la peine de mort. Parce qu'on dit, on ne peut pas admettre que des gens puissent chercher à déstabiliser leur pays. Donc, vous voyez, si on doit mener cette réflexion jusqu'au bout, donc ça veut dire que ces personnes doivent être d'accord justement qu'à un certain moment, il faut qu'on prenne toutes les précautions pour ne pas que ça arrive. Et si on veut que ça n'arrive plus, la seule manière pour l'instant, peut-être qu'il peut y avoir d'autres stratégies, même si ces mêmes personnes disent qu'elles sont contre, c'est de faire en sorte qu'on puisse passer par les élections. Parce qu'au moins, c'est ce qui nous rassure, que les gens ne vont pas utiliser d'autres moyens. Ça renvoie à l'État moderne. On dit, c'est le premier homme à dire, je suis, le propriétaire, en tout cas, de cet espace. Donc, et s'il arrive à imposer la force, par la force, il va se maintenir. Et on sait que le plus fort n'est jamais assez fort pour demeurer toujours le plus fort. Donc la seule manière, je crois que ça c'est ce travail, ce discours qu'on doit tenir, c'est quand même qu'ils puissent avoir ce cadre-là qui permette de façon transparente aux populations de choisir les personnes en fait qu'elles veulent et qu'elles arrivent au pouvoir. Et c'est aussi à travers ça qu'on l'appelle démocratie ou qu'on l'appelle par n'importe quel autre nom, qui permet aussi de stabiliser un peu les institutions et d'améliorer la gouvernance. Vous voyez, mon confrère parlait tantôt de la question de la lutte contre la corruption. C'est une grosse question. Mais dans un régime d'exception, s'il n'y a pas la volonté, comment est-ce que vous réglez ces questions? Vous voyez, quand il y a des voix qui s'élèvent, on dit c'est pour déstabiliser, facilement ça crée d'autres problèmes. Donc je crois qu'on a un espace qui a des avantages, qui a aussi des inconvénients. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que la CEDEAO a beaucoup de choses à améliorer. Mais en même temps, elle a des acquis qu'il faut savoir tout simplement voir comment est-ce que les populations à la base peuvent travailler tout simplement à améliorer tous ces éléments. D'accord. Et pas de candidature pour Umaru Sissoko Embalo. Donc le boulevard tout tracé pour Bola Tinubu qui a été porté à la tête de la CEDEAO. Déjà au niveau des éditions de pays, on s'est interrogé sur la recette magique de Bola Tinubu. C'est vrai, parce qu'il y a cette étude a été publiée avant les résultats du sommet, parce qu'il y avait beaucoup de défis au niveau de la sous-région, défis sécurité, défis de développement. Nous on se demande comment le Bola ces recettes, ça veut dire ce qu'il peut amener comme innovation, comme apport pour que les différents défis au niveau de la sous-région soient relevés. Et c'est dans cette logique que
nous avons produit un étude éditoriale, notamment en lien avec la question de gouvernance et de démocratie. Peut-être on va revenir là-dessus. D'accord. Alors, Idrissa Koumbem, finalement, quel bilan est-ce qu'on peut faire de la gestion d'Oumarou Sissoko Embalo qui a été remplacé? Lui qui n'a pas pu mettre en place la force anti-putschiste. Alors, je crois que en termes de bilan, lors de la session, ça a été évoqué, mais à notre niveau, on ne voit pas un bilan, en tout cas, qu'on peut dire qui a impacté, en tout cas, le vécu des populations au niveau de l'espace communautaire. Et ça s'est un peu retrouvé entre les différents chefs d'État, comme certains l'ont dit, que l'organisation aujourd'hui mène plus d'actions en faveur des chefs d'État qu'aux populations, et donc il n'y a pas grande chose. Pour ce qui est de la force anti-push, voilà, je crois que ça n'a pas été mis en place, mais je crois que dans l'annonce du président Tinubu qui vient de prendre, il y a cette proposition et pas dans ce sens, mais pour aider les autres États à lutter contre le terrorisme. Je crois que c'était sur ce plan-là que les uns et les autres avaient souhaité que la CEDEAO aille, mais tout compte fait, il y a des orientations qu'il faut revoir avec le nouveau président au niveau de la CEDEAO, parce que le constat aussi qu'on a fait avec la gestion de Oumarou Sissoko est que la CEDEAO s'était écartée beaucoup aussi, voilà, des préoccupations majeures des populations. Il ne s'agit pas, cela ne voudrait pas dire que nous cautionnons ou nous portons en tout cas une appréciation positive de la situation des coups d'État intervenus dans nos pays, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de sanctions, voilà, économiques et autres, pour notamment le Mali. Donc, au-delà du pouvoir, il faut voir les intérêts des populations. Malheureusement, lors de sa gestion, on n'a pas remarqué qu'il y a eu beaucoup d'actions allant dans ce sens. C'est là que je déplore, voilà, véritablement de la gestion d'Oumarou Sissoko Embalo. D'accord. Alors, Albert, le projet phare d'Oumarou Sissoko Embalo, c'était la mise en place de cette force anti-putschiste. Finalement, dans 3 pays, sous son mandat, il y a eu des coups d'État. Qu'est-ce que vous retenez finalement? Non, mettre en place une force anti-push pour une institution comme la CEDEAO, ce n'est pas une étude à réaliser dans moins de 5-10 ans. C'est des études qui prennent des années. Donc c'est une idée seulement qu'il a lancée, certainement que même si ça va se réaliser, c'est dans 10, 15, 20 ans. Ce qui est plus facile d'ailleurs, que par exemple la monnaie éco de la CEDEAO ne voit même pas le jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on avance d'un pas et puis demain on fait 2 pas en arrière. Donc c'est pas pour mettre en place une force anti-push qui va marcher. Je crois que d'ailleurs il y a eu déjà une rencontre où des chefs militaires de la sous-région ont trouvé à un moment donné que l'opérationnalisation même pose problème. C'est difficile, ou pour ne même pas dire impossible. Mais aujourd'hui ça revient encore dans les débats de la CEDEAO. Mais il ne faut pas espérer avoir ça dans 1 à 2 ans, 3 ans. C'est des idées qu'on a même, mais ça prend du temps pour réaliser cela. Pour vous, est-ce qu'il y a du positif en termes de bilan? En termes de bilan, bon, j'ai vu qu'il a beaucoup voyagé. Ouais, il est allé en Tunisie, même si sa sortie là-bas était une sortie ratée. Quand on a vu la question du racisme ou je ne sais pas quoi qui s'est passé en Tunisie, après je l'ai vu à Dakar, il a rendu visite au chef des jeunes, que ce soit à Conakry, à Bamako, à Ouagadougou, à Abidjan, il a été aussi à Abidjan, donc il a quand même tourné, mais après, c'est comme au début, vous savez, quand le chef d'État voulait confier la présidence à Embalo, il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Parce qu'il y a des pays aussi qu'au niveau de la CEDEAO, des gens pensent qu'ils n'ont pas forcément la capacité aujourd'hui de tenir la présidence de la CEDEAO. Parce que quand vous prenez la présidence, vous allez recevoir beaucoup de sommets. Vous allez recevoir les sommets extraordinaires ou ordinaires également. Parfois, l'organisation, c'est pas du tout facile, c'est coûteux. Vous imaginez un sommet de la CEDEAO à Ouagadougou, c'est que ça mobilise en termes de logistique, des hôtels, les chefs d'État que vous allez recevoir, les délégations officielles, les véhicules à mettre à leur disposition, le protocole, c'est costaud. Donc quand vous êtes un État également qui n'avait pas forcément les moyens, vous allez prendre, mais en termes d'organisation, c'est pas évident, c'est costaud, c'est très lourd. Et puis après, vous avez aussi des questions de factures à gérer avec parfois, on ne dit pas que c'est la CEDEAO qui prend, mais ça met des retards. Donc il y a certaines médiations ou certaines activités où vous êtes obligé de préfiler
financer en attendant que la CEDEAO vous rembourse après. On en a vu dans le cadre des médiations au Burkina au temps de Blaise Compaoré où des hôtels se plaignaient d'avoir des factures énormes en attendant d'être payés, tout ça. Il y a beaucoup de choses derrière en fait. Donc, il a fait un mandat, je crois, il a passé la main aujourd'hui au Nigeria. Le Nigeria adore, ils aiment bien, le président vient d'être élu. C'est un moyen diplomatique pour le Nigeria également de s'affirmer encore, parce que ce soit l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, que ce soit également des instances de grandes puissances, c'est l'organisation avec laquelle on discute, on échange par rapport à des grands projets, à des projets majeurs qui concernent la vie de ces 15 États aujourd'hui. Mais là où je ne suis pas trop sûr, avec Tinubu aussi, c'est la question de lutte contre le terrorisme. Là aussi, c'est difficile. Il ne peut jamais avoir de consensus. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes au sein de la CEDEAO. Pour que ça marche efficacement, il faut d'abord que les pays-là se parlent. Mais quand vous avez par exemple un Burkina avec son voisin nigérien, qui peut-être politiquement ne sont pas sur la même longueur d'onde, ou le Niger avec le Mali ne sont pas sur la même longueur d'onde, ou le Burkina et puis la Côte d'Ivoire n'ont pas la même manière de voir de lutter contre le terrorisme, et après vous avez le Nigeria lui-même qui a des problèmes avec Boko Haram chez lui, et vous les mettez ensemble après et vous voulez lutter contre le terrorisme au niveau CEDEAO. Je ne sais pas véritablement comment ça peut marcher, et il faut accepter qu'on est dans un monde où les partenaires sont beaucoup plus maintenant dans les questions bilatérales. Ils sont plutôt, par exemple, les États-Unis sont à l'aise, ils vont dire, vous, en tant que Nigérien, on préfère vous aider, mais en bilatéral. Vous, en tant que Burkinabé, on peut vous aider, mais en bilatéral. C'est pareil, presque dans beaucoup d'États. Donc, si aujourd'hui la CEDEAO se met en avant pour dire qu'on va aller chercher du matériel aux États-Unis, ou en France, ou en Allemagne pour venir lutter contre le terrorisme, on va vous donner, ce qu'on va vous donner là, ce serait toujours à minima. Donc ça, c'est déjà un problème d'intégration, de coordination. Et après, vous avez par exemple des États qui ne s'entendent pas aussi, et cela ajouté, c'est difficile de créer une force quand même homogène. Je prends l'exemple par exemple du Bénin. Très rapidement. Le Bénin qui laisse ses voisins, qui va au Rwanda pour négocier un appui militaire et puis technique du Rwanda pour sécuriser sa frontière contre du Burkina, avec le Burkina contre le terrorisme. Mais il aurait dû le faire dans un espace de la CEDEAO. Mais qui va loin, il va le chercher. Pour montrer à quel point il y a des points sur lesquels c'est difficile de faire converger les gens. Donc, il a beau crier, il a beau dire ce qu'il pense. La question de coup d'État, ça aussi c'est pareil. La CEDEAO peut pas venir s'ingérer dans le fonctionnement interne d'un État. C'est aujourd'hui comme dire que l'Union africaine n'a qu'à venir dire qu'on n'accepte pas le coup d'État. Ou l'ONU n'a qu'à venir dire au Burkina ou au Mali qu'on n'accepte pas le coup d'État. L'Union européenne doit venir dire qu'on n'accepte pas le coup d'État. Mais vous ne pouvez rien. La preuve en est que nos présidents qui sont là, que ce soit le président Doumbia, Goïta ou Traoré, mais l'Assemblée générale de l'ONU arrive. Ils sont libres d'aller à la tribune de l'ONU. Alors, est-ce que vous partagez le même point de vue qu'Albert, lui qui trouve qu'il est un peu pessimiste sur cette question? Est-ce que vous partagez le même point? Tolérance zéro au coup d'État, de l'utopie selon vous? Non, c'est difficile, comme il est dit, pour une institution donc comme la CEDEAO de s'ingérer dans des affaires internes. Comme il disait, peut-être la solution ça aurait pu passer par cette fameuse force donc de Ambalo, mais tactiquement, vous voyez que c'est assez compliqué. Donc il y avait que les sanctions. Vous voyez que les sanctions n'ont pas du tout porté fruit, que ce soit pour le Mali, le Burkina ou encore la Guinée. Donc si les sanctions n'ont pas prospéré, même si de par le passé, il y a eu je crois que le Mali, je crois, c'était avec Sanogo. Donc, les sanctions en son temps ont porté des fruits. Mais quand la situation se dégrade d'une certaine manière, pour la malgouvernance et que la CEDEAO n'arrive à rien faire et que les populations trouvent leur recours justement dans des pouvoirs putschistes, vous voyez qu'en ce moment, quelles que soient les sanctions que vous allez adopter, ça ne marche pas. Et la pertinente leçon à tirer, c'est quoi? C'est que tout appartient au peuple. Moi, en fait, je suis contre ce discours-là. Peut-être que je suis trop rêveur et qui consiste à croire que la CEDEAO appartient uniquement aux chefs d'État. On incrimine les chefs d'État, on incrimine ceux qu'on appelle de façon vraiment pas correcte les intellectuels. Et c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialistes en géostratégie, en Sciences Po, qui ont fait des études, qui ont publié des articles très pertinents sur la CEDEAO et qui appellent à des réformes de l'institution. Il y a beaucoup de journalistes qui ont fait des travaux là-dessus. Il y a des cinéastes qui ont fait des travaux là-dessus. Il y a Apolline Traoré qui a fait un film par rapport à même la gestion, en fait, la libre circulation des personnes et des biens. Quand vous discutez avec le personnel de la CEDEAO, il y a des limites objectives qu'eux-mêmes ils soulèvent. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça ne dit rien
rien absolument à la population. Imaginez que les populations justement de ces 15 États arrivent justement à travers une organisation de la société civile commune ou bien à travers plusieurs organisations de la société civile à s'approprier les textes fondamentaux de la CEDEAO et à exiger que la CEDEAO soit justement la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État. Moi, je suis convaincu que autant on a pu exiger au Burkina en 2015 que le coup d'État de Gingéré ne prospère pas, on a pu donc faire bloc face à la CEDEAO à l'interne, autant les Maliens ont pu résister face à la CEDEAO, autant l'ensemble des peuples de la CEDEAO, ça c'est ma conviction, peut faire de sorte que la CEDEAO puisse se soumettre aux exigences de la population. Oui, mais en connaissance de toutes ces raisons-là, lorsqu'un président de la CEDEAO, à peine nommé, affirme une tolérance zéro au coup d'État, est-ce que vous ne croyez pas qu'à quelque part c'est possible? Non, quand il le dit, en fait, ça c'est un discours. C'est comme justement de coup d'État. C'est maintenant ils sont en train de sortir des histoires de coup d'État. Encore une fois, ce qu'il ne faudrait pas oublier, et ça c'est aussi ce que Albert disait, la CEDEAO ne pourra être efficace que si elle fonctionne sur la base de ses propres ressources. La CEDEAO ne pourra s'imposer aux États que si elle fait vivre les États. Mais si vous avez une CEDEAO qui dépend d'autres institutions internationales, donc les institutions qui vont financer vont exiger justement des conditions, et si les financiers disent il faut que la question de la lutte contre les coups d'État soit votre préoccupation, que vous le vouliez ou pas, ce sera votre discours. Donc ça ne veut même pas dire que c'est fondamentalement ce que le président il pense, mais peut-être c'est la ligne justement que les partenaires techniques et financiers ont eu à tracer. Donc ça fait partie des fonctionnements. Imaginez encore une fois que les populations décident de financer leurs institutions. Et que si nous finançons la CEDEAO, en ce moment, nous sommes libres justement de dire qu'on ne veut pas que la CEDEAO bénéficie de financement de telle ou telle autre entité. En ce moment, nous sommes en droit d'exiger ce que nous voulons de la CEDEAO. Mais même les États ne payent pas leurs cotisations. Et chacun attend que l'Union européenne, les nations, je ne sais pas quelle institution viennent financer. Mais s'ils financent, qu'est-ce que vous pensez que c'est pourquoi ils financent? Ils financent, c'est pour avoir une contrepartie. En ce moment, ces institutions sont dans le droit aussi d'exiger certaines choses. Donc, moi, je crois que tout passe par notre autonomie. Une fois qu'on sera indépendant, une fois que nous allons nous financer, en ce moment, on pourra exiger de nos institutions ce que nous voulons. Idrissa Koumbem, qu'est-ce que vous pensez de cette ambition du nouveau président de la CEDEAO, tolérance zéro au coup d'État? Alors, je crois que, comme mes prédécesseurs, que c'est un peu utopique. Voilà, pour une organisation comme la CEDEAO de pouvoir mettre une force anti-poursuite pour... Je ne sais pas comment cela va se faire. C'est à dire que s'il y a un coup d'État au Burkina, on va déployer cette force-là pour venir mater les poursuites. Il parle déjà de tolérance zéro. Ça veut dire que les acceptations ne vont plus se faire. Voilà, et il faut dire que ce n'est pas avec son règle que la tolérance zéro, l'acceptation des coups d'État était normale. Voilà, c'était même de par le passé, ce n'était pas normal d'accepter les coups d'État, mais ça s'est passé et que les gens ont trouvé que ce n'était pas normal, d'où effectivement les sanctions, mais ça n'a pas prospéré. Ils étaient obligés de faire un rétropédalage pour revoir. Je crois que pour ce qui est de la CEDEAO, pour lutter véritablement contre les coups d'État, je crois qu'ils doivent intégrer beaucoup de choses dans leur manière de faire, surtout les chefs d'État qui veulent souvent les troisièmes mandats qui sont un peu aussi l'aboutissement des coups d'État dans beaucoup de pays. Et il y a la crise sécuritaire aujourd'hui qui est un problème qui s'impose au niveau de la sous-région et qui commande à ce que on trouve vraiment des initiatives pour soutenir les pays qui sont dans cette situation-là. Sinon, pour le coup d'État, je crois que personnellement, je ne crois pas trop à cette manière d'accéder au pouvoir parce que généralement, ce n'est pas quelque chose qui est porteur de projet, en tout cas, constructif à long terme. Voilà, on finit toujours par des improvisations et des tâtonnements et c'est toujours, on revient toujours en arrière avec les coups d'État, ça c'est sûr. Mais face à une situation où les populations aussi ne voient pas d'autres alternatives et le comportement de cette organisation de chefs d'État qui pense qu'à protéger les intérêts des différents chefs d'État, les gens se disent que bon, dans cette situation, si un président ne veut pas respecter un peu la volonté de son peuple et qu'on arrive à faire un coup d'État, ça a salué. Mais tout compte fait, je l'ai dit, l'acceptation ou le refus du coup d'État doit
dépendent du peuple, parce que c'est à lui qu'appartient le pouvoir et c'est à lui de décider vraiment en toute âme et conscience qui il faut accepter et qui il faut refuser. Voilà. Et pour ce qui est des coups d'État, il faut qu'on encourage les gens à refuser le coup d'État, parce que tout qu'on fait, ça nous ramène toujours en arrière. D'accord. Et la réponse viendra peut-être des éditions Le Pays, puisque à travers votre édito, vous posez la question: la CEDEAO pourra-t-elle tenir le pari? J'ai d'abord 3 préalables en écoutant mes prédécesseurs. Le premier, c'est que dans les textes de la CEDEAO, il est question de la promotion de la bonne gouvernance